Voilà, donc je m'appelle Bertrand Heilbronn, je suis président de la FPS. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Enchanté. c'est moi qui anime cette séance de l'université d'été où on a donc invité Bertrand Badi et Isabelle Avran, et donc université d'été qui a été mise en place par toute une équipe avec notamment Thomas Vescovi, René Guilherme et bien d'autres. Et donc, écoutez, d'abord, c'est super qu'on puisse se retrouver aussi nombreux ensemble. C'est vrai que cette formule par visioconférence a un côté un tout petit peu frustrant parce qu'on ne se voit pas vraiment, mais d'un autre côté, on en fera le bilan, mais ça permet effectivement à beaucoup plus d'entre nous d'y participer. C'est sûr que quand les conditions le permettront, on fera peut-être des choses mixtes, on verra comment. Actuellement, on est 132, il y avait à peu près 250 inscrits, voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, hein, quelle est la place de la Palestine dans les enjeux internationaux, c'est un thème qui est particulièrement d'actualité et on est vraiment content donc d'avoir les interventions donc de Bertrand Badi, qui est spécialiste des relations internationales, professeur des universités à Sciences Po, qui a co-dirigé l'État du monde de 2021 centré sur le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient et le monde à la découverte. J'ai regardé pour préparer la séance la bibliographie de Bertrand Badi. Je ne sais plus combien on en est, il nous dira peut-être 20 ou 30 livres. Le dernier livre, il nous en parlera peut-être. Combien? 53. 53. Oh là là, je suis nettement en dessous. Et donc, oui. Le dernier, il nous en parlera peut-être à l'occasion de son exposé, qui est donc Intersocialité, si je n'ai pas écorché le nom. Et puis, Isabelle Avran, que beaucoup d'entre vous connaissent bien, hein, puisque Isabelle est à la FPS depuis et bien avant sa fondation. On peut même dire qu'Isabelle est une des responsables de la création de la FPS, dont elle a été vice-présidente longtemps au Bureau national, au Conseil national, toujours extrêmement active et très active aussi donc par son métier de journaliste et par son travail de recherche et de publication, notamment dans ce livre « L'État du monde 2021 ». Elle a écrit une enquête sur des rapports de force au sein de l'Union européenne concernant la Palestine, ce qui est en plein dans notre sujet. C'est vrai que quand le programme de l'université d'été a été fait, on n'imaginait peut-être pas les événements qui se sont produits depuis le 10 mai. Et en fait, bon, on voit que la Palestine, que certains voyaient un peu en dehors, revient au centre du jeu, avec manifestement des rapports internationaux qui sont bouleversés. Que se passe-t-il aux États-Unis? Est-ce qu'ils veulent vraiment réintervenir dans la région? L'Europe est-elle toujours aussi naine politiquement? Que deviennent ces puissances moyennes? Quels sont les jeux d'autres grandes puissances que sont la Russie et la Chine? Que font les puissances moyennes que sont par exemple l'Iran, la Turquie, l'Égypte dans ce jeu? On a vu l'Égypte revenir en force. Et donc, par rapport à tout cela, aussi, quelle est la place des peuples par rapport aux États? Comment tout cela est en train de bouger? Je ne suis pas sûr que nos invités aient complètement une boule de cristal entre les mains. Ils peuvent déjà nous donner un éclairage des rapports de force qu'il y a en ce moment dans la région. Et ça nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de références dans notre action quotidienne. C'est bien pour cela qu'on a l'université d'été. Donc, je ne vais pas empiéter plus sur les temps de parole et je vais donc donner la parole à Bertrand Badi. Ensuite, Isabelle Avran prendra la parole. On aura un moment de débat ensuite regroupé, qu'on laissera suffisamment de place aux questions. Pour les questions, on va privilégier
une remontée des questions par la discussion. Hein, vous avez un truc qui s'appelle discussion, ou bavardage, ou chat, enfin bref, la discussion, ce qui permet quand même de synthétiser un peu les questions, de gagner du temps, sachant que voilà, on se voit quand même un petit peu, on met un peu, et on va essayer de garder aussi un petit peu de convivialité dans cette séance. Voilà, merci en tout cas à vous tous et toutes d'être là, et nous sommes 137 pour ce début, et donc la parole est à Bertrand Badi. Merci Bertrand de donner la parole à Bertrand. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous. Je suis sur le plan de l'émotion d'abord parce que la cause palestinienne est une cause très forte et qui m'a toujours profondément marqué, empreint dans ma carrière d'internationaliste, universitaire étudiant les relations internationales, et puis parce que je trouve que l'on n'en débat pas suffisamment, qu'il y a une sorte d'indifférence qui s'est emparée des opinions publiques, et c'est bien que l'association France-Palestine mène ainsi un travail de discussion, de reconstitution d'un espace forum, d'un espace de débat. Quand on a discuté de cette première séance, on avait pensé qu'il était important de commencer par la contextualisation, ce qui paraît être un mot qui sert à tout faire, mais qui en réalité est assez complexe à manipuler. Vous savez, maintenant, il n'y a plus de questions politiques, il n'y a plus de questions sociales, il n'y a plus de questions économiques qui ne s'inscrivent dans le temps mondial. Et si on veut résoudre un problème mineur ou gravissime comme la question palestinienne, il y a un important travail de réflexion à faire sur la contextualisation, avec un débouché pratique immédiat, parce que la contextualisation, c'est nous qui sommes en France, et donner à ce contexte une importance réelle, c'est montrer que nous pouvons véritablement faire quelque chose. Le tout, c'est de trouver la bonne porte pour entrer dans la question. Et là, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on fonctionne à coup de fausses évidences. Je dirais, on navigue entre deux extrêmes. Dire que la question palestinienne est uniquement une question nationale et que c'est un mouvement national, comme pouvaient l'être bien des mouvements nationaux dans les 2 siècles qui nous ont précédés, c'est faux. C'est une question nationale et internationale. Mais dire en même temps, comme je l'entends trop souvent, que tout ça dépend des Américains, tout ça dépend des Saoudiens, tout ça dépend des Turcs ou des Iraniens, c'est faux également. Nous sommes dans un monde où rien ne dépend exclusivement d'une puissance, aussi super soit-elle. Et c'est en même temps un message d'espoir, c'est-à-dire qu'il est fini ce temps où il y avait ce qu'un ministre français appelait une hyperpuissance qui tirait les ficelles. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus interactif. Et c'est de plus en plus un sujet qui était hier exclusivement politique, politico-diplomatique, diplomatico-militaire. Maintenant, la question palestinienne, c'est une question humaine, c'est une question sociale. Ce n'est pas principalement une question politique, c'est une question sociale. Et ce qui s'est produit le 10 mai et les jours qui ont suivi, c'est quelque chose de très important qui montre que le social court plus vite que le politique, que le social peut déranger les certitudes ou les connivences politiques. Alors, tout le problème est de savoir comment il le fait et si c'est véritablement une lézarde dans laquelle on peut s'engager pour renouveler la question. Alors, je voudrais vous montrer 3 étapes dans la question palestinienne. Je passerai très vite sur la première, un peu moins sur la deuxième, et je m'attarderai sur la troisième. En fait, c'est les 3 moments de la question palestinienne. Dans un premier temps, la question palestinienne a été lentement absorbée par une bipolarité Est-Ouest qui était en train de se constituer. Après tout, le partage de la Palestine, c'est l'année même où a commencé la bipolarité et la confrontation Est-Ouest. Et puis, dans un deuxième temps, changement de décor que presque personne n'a vu à chaud, qui est une soudaine re-régionalisation ou régionalisation du conflit.
Et cette régionalisation des conflits, qui pouvait être un espoir pour les Palestiniens, s'est retournée contre eux. C'est-à-dire que cette régionalisation a abouti à un gel, et ce gel, que j'appellerai pompeusement, mais rassurez-vous, je m'exprimais, un gel systémique, a finalement mis sous la table la question palestinienne. Et puis, il y a un troisième temps qui est celui de l'intersocialité, c'est-à-dire le temps de la pression sociale, le temps des mouvements sociaux, qui est allé chercher la question palestinienne sous la table et qui l'a remise sur le tapis. On en est là. Alors, très rapidement, cette première étape, vous savez, le partage de 1947 était un partage quasi consensuel. Il y a aux Nations Unies très peu d'États qui s'étaient opposés à ce partage, et en tous les cas, il faisait consensus entre les deux puissances qui étaient sur le point de s'affronter, entre l'URSS et les États-Unis. L'URSS de Staline était à l'époque très favorable à la création de l'État d'Israël. Et ce qui allait être les démocraties populaires, notamment la Tchécoslovaquie, se faisait grand fournisseur d'armes pour Israël. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Le vrai débat, il était interne aux États-Unis, entre un Roosevelt qui n'était pas très chaud pour le partage de la Palestine et qui avait, de ce point de vue-là, passé une sorte de pacte secret avec le roi Ibn Saoud lors de la fameuse rencontre du Quincy le 14 février 1945, qui était une vraie Saint-Valentin entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Le grand artisan de ce découpage, c'est son successeur, Truman. Roosevelt est mort au mauvais moment pour la Palestine, et Truman, lui, a poussé à la roue, a même forcé des États qui étaient assez réticents, comme le Libéria, en exerçant un chantage sur le Libéria, en disant si vous ne soutenez pas ce partage, eh bien, on n'achètera plus votre caoutchouc. Vous imaginez ce que ça impliquait comme chantage. Et donc, Israël a été porté sur les fonds baptismaux diplomatiques par tous les parrains qui existaient à l'époque. La France avait plus ou moins envie de s'abstenir. C'est Léon Blum qui a poussé à ce que la France soutienne également le partage de la Palestine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le conflit israélo-arabe à l'époque, et donc israélo-palestinien, est devenu une pièce maîtresse de l'affrontement Est-Ouest dès lors qu'il s'est franchement militarisé. C'est-à-dire, la guerre de 67 a été le grand moment où l'URSS et le camp soviétique se sont érigés en patrons de la cause palestinienne et de la cause arabe. Et la cause arabe, à l'époque, y compris de l'Égypte, ce qui n'était pas difficile. L'Égypte nassérienne s'était peu à peu réconciliée avec l'URSS. Et du coup, le camp occidental s'alignait sur Israël. Ce qui est intéressant, c'est la position originale du général de Gaulle qui avait vu le problème et avait dit « mais attention, c'est très dangereux de laisser le mouvement d'émancipation des Palestiniens entre les seules mains de l'URSS et du camp socialiste. Il faut qu'il y ait aussi des Occidentaux pour témoigner en faveur de la cause palestinienne, ce qui était assez visionnaire, et notamment d'une politique arabe, ce qui allait devenir la politique arabe de la France. Et cette mise en tutelle absolue, c'est-à-dire l'intégration pure et simple du conflit israélo-arabe encore à l'époque dans le conflit Est-Ouest, a duré jusqu'en 1979. Pourquoi 1979 ? Parce que c'est Camp David, c'est la paix entre Sadat et Begin, et donc c'est le début de fissure du camp arabe et un certain malaise, effectivement, d'une diplomatie soviétique qui voit ainsi une perte de contrôle sur ses alliés ou sur, en tous les cas, ses vassaux arabes. Mais la mort de cette bipolarisation du conflit israélo-palestinien, c'est Oslo. Parce que Oslo, c'est le premier acte d'autonomie réelle sur l'échiquier international des acteurs israéliens et palestiniens. Et donc, c'est la fin d'un monde, c'est tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs peut-être l'une des failles les plus décisives portées à la bipolarité et au conflit Est-Ouest. L'URSS avait disparu, on est en 93, mais la tentation était encore grande de raisonner en termes de rivalité entre Moscou et Washington. Là, c'est tout à fait terminé. La question
palestinienne sort définitivement de la tutelle du système international. Alors du coup, le conflit se régionalise. Il se régionalise et ce qui est très important, là on n'est plus dans l'histoire, on est vraiment dans le temps présent, c'est que la régionalisation de la question palestinienne se traduit par une sortie des puissances, c'est-à-dire une effrayante, à partir de la fin des années 90, perte de capacité diplomatique des États-Unis au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que Clinton n'a pas réussi son pari de Camp David de finaliser les accords d'Oslo, parce que les néoconservateurs vont prendre le pouvoir en 2000, tout début 2001 aux États-Unis et vont se lancer dans l'opération et afghane et irakienne qui va les détourner de la question israélienne, mais qui va aussi leur faire perdre un crédit formidable auprès de ce qu'ils avaient de réserve d'alliance au sein du camp arabe. Deuxième des engagements, c'est la Russie. La Russie de Yeltsin va choisir, après Oslo, une carte consensuelle qu'elle ne va jamais abandonner depuis, et qui est encore celle de Poutine, c'est-à-dire se mettre bien avec tout le monde pour tirer le maximum d'avantages et de possibilités de présence sur l'échiquier moyen-oriental. C'est-à-dire, on va ouvrir des relations diplomatiques avec Tel Aviv, un ambassadeur russe très célèbre, M. Bovin, va réactiver les relations entre Moscou et Tel Aviv, on va s'entendre avec l'Arabie saoudite, on va ensuite, comme vous le savez, intervenir en Syrie. C'est-à-dire, c'est un peu la même chose que les États-Unis, mais à l'envers. C'est-à-dire, au moment où les États-Unis voient leur polygone de sustentation, leur base au Moyen-Orient s'effilocher, on voit au contraire la Russie présente partout, mais étant présente partout, n'est plus acteur nulle part, à la seule exception, bien entendu, du conflit syrien. Mais le conflit syrien va activer formidablement le désengagement russe du conflit israélo-palestinien. Parce que, comme vous avez pu l'observer, l'un des éléments de base de la politique russe en Syrie, c'est de se ménager la neutralité d'Israël, et je dirais même un très discret soutien de Netanyahou à Bachar el-Assad. Donc, tout ceci fait que la Russie, comme les États-Unis, perdent de plus en plus la main sur le dossier palestinien. L'Europe, elle a tenu le coup jusqu'en 1999. Et son bouquet final, ça a été la fameuse déclaration de Berlin, qui est très intéressante, que Chirac, c'est l'un des rares succès diplomatiques de Chirac d'ailleurs, avait, semble-t-il, même imposé à Clinton. Clinton dit, moi je ne vous soutiendrai pas explicitement, mais je vous laisse faire, puisque dans la déclaration de Berlin, l'Europe déclare qu'il faut construire, on est toujours dans le modèle de la solution à deux États, un État palestinien, mais ajoute un adjectif qualificatif viable, c'est-à-dire on va se lancer à ce moment-là dans une politique qui consiste à préserver les chances, enfin vouloir préserver les chances d'un État palestinien par sa viabilité et donc, sous-entendu, en freinant ce processus de colonisation qui est en train de se développer à une vitesse extraordinaire et sur laquelle je reviendrai. Mais après 1999, plus rien. Pourquoi plus rien? Parce que l'élargissement de l'Europe, c'est 2004, ce qui va créer un formidable dissensus au sein de l'Europe sur la question israélo-palestinienne, et Netanyahou allant faire notamment son marché dans les anciennes démocraties populaires, auprès d'ailleurs des dirigeants les plus antisémites de l'Europe, c'est-à-dire M. Orban, le Hongrois, et le PiS qui va arriver au pouvoir en Pologne. Et donc, on va voir peu à peu l'Europe se neutraliser et mesurer sa totale impuissance, sa totale incapacité, non seulement sur le dossier israélo-palestinien, mais sur l'ensemble des dossiers de la région. Donc, dans la région, il n'y a plus d'acteurs. Il n'y a plus d'acteurs extérieurs à la région. Les États-Unis sont disqualifiés. La Russie essaye de s'entendre avec tout le monde et n'est réellement active que sur le dossier syrien. L'Europe ne veut plus entendre parler de toutes ces questions. Et cerise sur le gâteau, les gouvernements arabes se mettent de la partie. Et c'est là que se joue un mouvement de bascule. Parce que
la dernière chance, la dernière carte tentée, c'est le 31 août 2012. 31 août 2012, sommet des non-alignés à Téhéran. Et là se retrouve notamment le président élu d'Égypte, Mohamed Morsi. Et Mohamed Morsi annonce quelque chose qui est quand même assez intéressant. On tire sur ce monsieur, mais il avait quand même une intuition diplomatique très intéressante en disant, mais de toute façon, les questions du Moyen-Orient en général et la question palestinienne en particulier ne peuvent pas être réglées autrement que par les principaux acteurs de la région. Et il proposait une solution quadripartite. Deux non-arabes, la Turquie et l'Iran, et deux puissances arabes, les deux qui à l'époque étaient encore debout, à savoir l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et ça aurait pu marcher. Je pense qu'un processus quadrangulaire de puissance régionale qui représentait finalement toutes les sensibilités de la région, c'était un point de départ de quelque chose. Mais évidemment, le coup d'État du maréchal Sissi a définitivement interrompu tout ça. L'Égypte ne veut plus entendre parler de l'Iran, l'Iran ne veut pas entendre parler de l'Arabie saoudite, la Turquie ne veut entendre parler de personne sauf que d'elle-même, etc. Et donc ce quadrilatère n'a jamais vu le jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont tout ceci a fini et dont la politique israélienne l'a récupéré. Comment tout ceci a fini ? De manière très simple, c'est-à-dire plus personne ne peut grand-chose, premièrement. Deuxièmement, si on essaye quelque chose, on risque de perdre davantage que de gagner, et il y a toujours le souvenir de l'échec des négociations de Camp David en 2000. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de mettre tout ça sous la table, d'abandonner. Et ça, c'est un exemple en relations internationales tout à fait remarquable d'extinction volontaire de la question. Et cette stratégie d'extinction, relayée par les gouvernements arabes, qui pour certains vont se rapprocher d'Israël, reconnaître Israël, la Jordanie en 1994, et puis jusqu'au fameux accord d'Abraham, cette fameuse diplomatie du troc, où 4 États arabes ont obtenu des avantages importants, véritablement décisifs pour, en échange, reconnaître l'État d'Israël. Je t'échange les Palestiniens contre les Sahraouis, ou les Palestiniens contre les F-35, ou les Palestiniens contre une aide économique. Tout ceci a conduit à valider l'intuition du Likoud et de Netanyahou, mais pas seulement de Netanyahou, parce que c'était déjà dans la tête de Ehud Olmert, son prédécesseur, qui consiste à dire, eh bien, il se crée avec cette stratégie de mise sous la table une sorte de pérennisation d'un statu quo, mais d'un statu quo qui est un faux statu quo. C'est pour ça que je parlais de gel systémique, c'est-à-dire on ne gèle pas tout, on gèle le système. Le système, c'est personne ne s'occupe de la question palestinienne, et personne ne s'occupant de la question palestinienne, eh bien, Israël a tout à gagner de la pérennisation d'un statu quo. D'abord parce que ce statu quo est ultra avantageux, parce que toute négociation réduirait la dimension des avantages du statu quo, et puis deuxièmement parce que ce statu quo est dynamique, c'est-à-dire permet à Israël de ronger la terre palestinienne jusqu'à répartir 700 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie, et donc rendre de facto impossible la création d'un État souverain en Israël. Ça, c'est ce que j'appelle le gel systémique, et ce gel systémique a bénéficié de la complicité de tout le monde. C'est la vraie diplomatie de connivence. À la seule exception près, mais il faut dire que c'est une exception intéressée, qui était celle de l'Iran, qui se voyait octroyer le rôle de tribun, c'est-à-dire le seul tribun défenseur de la cause palestinienne, puisque tous les autres avaient une raison de se satisfaire du statu quo, sauf
l'Iran, bon, peut-être l'Algérie qui est restée en dehors, la Tunisie qui est également très prudente, mais ça ne va pas chercher loin, parce que même la Turquie s'accommode fort bien de ce statu quo. Alors, on en arrive, et c'est mon dernier point, à la situation actuelle sur laquelle je voudrais m'attarder un peu plus longtemps. Le modèle que j'ai déroulé devant vous peut paraître impeccable. Non pas dans la façon dont je le présente, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais tout simplement dans la logique qu'il met en marche et qui paraît conduire tout à fait au désespoir. Oui, mais en politique, il ne faut jamais oublier les hommes, enfin les hommes et les femmes, les humains. Et il y a eu l'intifada de 1987, mais qui était une intifada encore encapsulée dans des stratégies politiques. Il y a eu celle de 2000, qui d'ailleurs a commencé un peu comme celle-ci, c'est-à-dire par des événements sur l'esplanade des mosquées, mais on était encore dans un contexte qui n'était pas celui de ce gel systémique. Et puis, il y a ce qui s'est passé lorsque tout le monde avait baissé les bras, c'est-à-dire finalement à la fin de la première décennie de notre siècle. Et là, on a vu effectivement que le mouvement palestinien irrémédiablement faisait bouger les choses. On l'a vu lors des différentes étapes qui ont opposé notamment Israël à Gaza, mais on l'a vu surtout avec deux événements majeurs, qui étaient la commémoration de 2018 de la Nakba et les tragédies notamment du 14 mai 2018, et on l'a vu bien entendu en mai dernier. Mais en arrière-plan de tout cela, ne négligeons pas les printemps arabes de 2011. Les printemps arabes de 2011 avaient trois caractéristiques qui sont au centre de ce qui nous intéresse ici. Première caractéristique, c'était une mobilisation hors organisation politique. J'aime pas le terme spontané parce qu'il est trop simple, mais en tous les cas, je dirais généré par des dynamiques sociales. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, c'est les formes modernes, je dirais même presque postmodernes de la mobilisation. Et c'est un modèle nouveau qui a servi de modèle au monde entier, à Podemos, à Occupy Wall Street, au mouvement, aux Gilets jaunes, au mouvement d'Amérique latine. Et derrière ça, deuxième élément, il y avait ce mot de karama, c'est-à-dire dignité. C'est la première fois dans une séquence de l'histoire contemporaine qu'un mouvement social met la dignité et la lutte contre l'humiliation au centre de sa mobilisation. Et ça, c'est un élément extraordinairement important et qui a pesé sur le cours des événements mondiaux, mais aussi sur le mouvement palestinien. Et puis, il y a un troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la présence du référent palestinien dans ces mobilisations. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Tahrir, au Caire, en 2011. J'ai vu beaucoup de drapeaux palestiniens. C'était très intéressant. Et quand on interrogeait les gens, pourquoi y a-t-il un drapeau palestinien là, on disait parce que c'est le symbole de notre lutte. C'était les Égyptiens. Et plus frappant encore, je me souviens un jour, prenant un café dans un bistrot du boulevard de Grenelle, j'ai vu passer une manif de gilets jaunes avec des drapeaux palestiniens. Je me suis précipité, j'ai demandé à la personne qui portait ce drapeau pourquoi il y avait un drapeau palestinien dans une manif de gilets jaunes. Elle a cru que j'étais hostile, elle s'est mise à m'engueuler. Bon, je lui ai expliqué qu'au contraire, moi j'étais très heureux de voir un drapeau palestinien, et cette dame m'a dit pour nous, c'est symbolique, cette femme, je ne sais pas ce qu'elle était dans la vie, mais manifestement, ce n'était pas une militante palestinienne, mais c'était pour elle l'emblématisation de sa lutte et de sa recherche de dignité. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que nos dirigeants ne savent pas traiter. Nos dirigeants, c'est autant les dirigeants en France que les dirigeants en Israël, que M. Netanyahou, donc, ou fortiori M. Trump ou M. Biden. Et donc, il y a là quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui caractérise
ce moment d'intersocialité sur la question palestinienne, c'est son imprévisibilité. Le propre d'un mouvement social, contrairement à une stratégie politique, c'est que ça peut surgir à tout moment, et même et surtout quand on ne s'y attend pas. C'est aussi le fait qu'il est nécessairement captable, d'où effectivement le succès du Hamas d'avoir su récupérer, parce que c'était la seule organisation palestinienne qui était en mesure de récupérer un mouvement social de cette nature. Et ça, c'est quelque chose à réfléchir pour l'avenir. Et puis, troisième élément, c'est qu'on ne négocie pas avec un mouvement social. Et donc, c'est un nouveau tableau qui est en train de se dessiner, qui est un tableau où le mouvement se fait non pas pour presser à la négociation, mais pour presser à la rupture. Et c'est ça qu'il faut suivre. C'est-à-dire que ce mouvement, s'il persiste, s'il se recompose, s'il est relancé, s'il est prolongé, et ça c'est très important, ailleurs dans le monde, eh bien effectivement, il va casser ce gel systémique dont je parlais tout à l'heure. Et vous savez, un choix politique, une décision politique, que ce soit à Moscou, à Washington, à Paris, à Pékin ou je ne sais où, ou au Caire, un choix politique, c'est toujours un choix économique. C'est-à-dire, est-ce que ça me rapporte de m'engager ou est-ce que ça risque de me coûter ? Le jour où le gel de la question palestinienne apparaîtra plus coûteux que rentable, maintenant, et jusqu'à peu de temps, il était plus rentable que coûteux, donc il se pérennisait et ça faisait plaisir à M. Netanyahou. Mais sous la pression de mouvements de cette nature, ce gel peut paraître plus coûteux que rentable. Et à ce moment-là, tout peut changer extraordinairement vite, aussi vite qu'est tombé un Hosni Moubarak ou un Ben Ali. Et en fait, le problème, il est le suivant. C'est-à-dire que Netanyahou a probablement, et d'une façon générale, les dirigeants israéliens, parce qu'on singularise trop Netanyahou, il a tout gagné jusqu'à il y a peu de temps. C'est-à-dire le pari que tout le monde se désintéressera de la question palestinienne, le pari que les États-Unis continueront à le soutenir, et je crois que Biden continuera à soutenir Netanyahou parce que Biden a trop envie d'un accord avec l'Iran et il ne veut pas faire avaler à un dirigeant israélien en même temps un accord avec l'Iran et un accord sur la Palestine. Il a gagné sur le pari que finalement, petit à petit, l'idée d'un État palestinien dont il ne voulait pas devenait impossible. Il a gagné son pari de rallier un certain nombre d'États, et il est toujours au bord de rallier l'Arabie saoudite. Il a gagné son pari d'un isolement relatif de l'Iran. Donc, ça paraît être succès sur toute la ligne. Et puis, il a complètement anéanti l'autorité palestinienne. On ne pense même plus à la mentionner. Mais il a perdu sur une chose, c'est qu'il est en train de perdre la bataille de l'opinion publique internationale. Et ça, ça se remarque à bien des choses. Moi, j'ai été quand même très favorablement impressionné par le rapport de Human Rights Watch, qui est un vrai tournant, qui a même obligé M. Le Drian à reprendre en bafouillant un peu le terme d'apartheid. Ce jour-là, j'ai cru que les poules avaient des dents. Et on voit dans les sondages que partout dans le monde, le gouvernement israélien est tenu pour responsable de ce qui se passe en Palestine. Et cette bataille de l'opinion publique, si elle se poursuit, si la victoire des Palestiniens dans la bataille de l'opinion publique prend corps, à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de continuer comme avant. Et c'est la raison pour laquelle la question palestinienne, elle n'est plus dans la main des gouvernements, elle n'est plus dans la main des armées, elle est dans la main des Palestiniens d'abord et avant tout, et c'est probablement eux qui paieront le prix le plus cher, mais elle est aussi dans nos mains, à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bertrand Badi, de cet exposé très magistral qui nous donne qui magistralement nous donne quand même des perspectives et une lecture extrêmement intéressante, mais je dirais aussi réconfortante pour un mouvement comme le nôtre, parce que ça veut dire qu'on est au cœur de la bataille, en tout cas peut-être pas uniquement, bien sûr, avec nos amis des autres pays, et je pense aux États-Unis, l'opinion publique est très
est très importante. Et donc, Isabelle va donc maintenant prendre la parole. Elle va peut-être nous dire plus, en regardant de plus près, dans ce cadre-là, le jeu d'un certain nombre de grandes puissances et de puissances moyennes, en relation peut-être aussi avec leurs opinions publiques. Donc Isabelle, c'est à toi. Merci et merci à tous les deux, Bertrand et Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de poursuivre dans la logique qui a développé de manière extrêmement claire Bertrand Badi, avec deux grandes parties, si vous voulez bien. La première sur l'offensive diplomatique tous azimuts de Benyamin Netanyahou ces dernières années, ses succès et ses limites. Et la deuxième partie pour essayer d'envisager l'hypothèse d'une nouvelle donne, pas seulement d'ailleurs depuis la dernière offensive israélienne qui n'a pas commencé le 10 mai mais qui a commencé à Jérusalem avant Gaza, le rôle des sociétés civiles et leur succès, notamment dans un certain nombre d'arènes internationales. Alors, en introduction, j'aimerais quand même préalablement faire deux remarques liées à la séquence que nous venons de vivre et qui font suite à ce que vient de dire Bertrand Badi. La première remarque concerne le fait que la centralité de la question palestinienne demeure aujourd'hui, et on le voit dans ce qui vient de se produire. Ces dernières années, avec l'après-guerre contre Gaza en 2014, les conséquences de la guerre de Bachar contre le peuple syrien, l'afflux de réfugiés en Europe, en particulier à partir de 2015, l'ampleur des bouleversements dans la région dont il a été question, à la fois avec les printemps arabes, de l'autre, les conséquences des guerres et occupations et le déploiement de divers courants djihadistes sur le terrain. Certains ont pu avoir l'illusion aveugle que la question de la Palestine était devenue marginale. Cette illusion a été renforcée, et j'y reviendrai sur le fond évidemment, par une diplomatie israélienne offensive sur tous les continents, qui visait à trouver des alliés dans les enceintes internationales, au-delà de ce que Bertrand Badi a dit sur le gel systémique de la situation et d'une certaine façon de la disparition de la question palestinienne des agendas, trouver des alliés dans les instances internationales face à un relatif isolement, délégitimer la résistance palestinienne assimilée au terrorisme, ce qui n'est pas nouveau, hein. Rappelez-vous l'assimilation d'Arafat avec Ben Laden, tenter d'apparaître comme le leader incontournable et incontestable de la lutte internationale contre le terrorisme, en tous les cas occidental, toujours présenté comme le terrorisme islamiste, tenter parallèlement de délégitimer le mouvement de solidarité et singulièrement le mouvement BDS, ce qui d'ailleurs, à contrario, montre toute son importance et tout son enjeu. C'était oublié qu'en dehors même des crises brûlantes, telles que celle qui a commencé donc à Sheikh Jarrah et qui s'est poursuivie à Gaza, il n'y a pas de statu quo en Palestine. La guerre coloniale se poursuit. Je ne reviens pas sur la nature de ce qui s'y passe, que tout le monde ici à la FPS connaît, je pense, dans le détail, et dont la politique d'apartheid n'est que l'un des aspects d'une politique de Nakba continue, c'est-à-dire ce que j'appelle la politique de la Nakba continue, la politique d'achèvement de ce qui ne l'a pas été en 1948, comme le disaient les prédécesseurs de Netanyahou en termes d'appropriation et d'expulsion, que le nouveau gouvernement, le duo Bennett-Lapid et le nouveau président à venir, Herzog, n'ont évidemment pas l'intention de modifier. Et puis, élément également de ce statu quo impossible, c'est tout simplement ce que disait Richard Goldstone à l'issue de, vous savez, Goldstone, le juge sud-africain qui avait été mandaté par les Nations Unies pour une enquête sur les crimes de guerre potentiels israéliens et du Hamas lors de la guerre de 2018-2019, et qui rappelait à quel point la pérennité de l'impunité génère la pérennité du conflit. Deuxième remarque introductive, donc en introduction, c'est sur ce que nous dit ce qui s'est joué ces dernières semaines. D'abord, voici longtemps qu'Oslo n'est plus, en dépit de la fable que veulent maintenir les Européens et aussi les Américains d'ailleurs. C'est le tournant qui a été décrit tout à l'heure, 95, 99, 2000, l'absence de partenaires selon Israël, etc.
Et en fait, voici longtemps qu'a succédé à ce processus l'évidence de la perspective israélienne annexionniste de la colonisation et l'enjeu de la colonisation. Dans ce contexte, nous venons d'assister à un changement de paradigme dans les options palestiniennes elles-mêmes. D'abord, parce que depuis bien longtemps, pas seulement depuis la Nakba, on a eu des épisodes au début de la deuxième intifada, mais plus bref, depuis bien longtemps, on n'avait pas vu à ce point l'unité du peuple palestinien sur l'ensemble du territoire de la Palestine mandataire, quelles que soient les différences de statut entre ces Palestiniens, Jérusalem, le reste de la Cisjordanie, Gaza et Israël, avec l'émergence forte de la revendication prioritaire de l'égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens, qui d'une certaine façon prend le pas sur celle de deux États. 48 et surtout après, en 48 et surtout après 1967, la priorité stratégique pour les Palestiniens, c'était le droit au retour. Avec le départ de Beyrouth en 82 et de Tripoli en 83, puis surtout la première intifada en décembre, qui a commencé en décembre 87, après le départ donc, de l'OLP, et le recentrage de la lutte sur le territoire occupé lui-même, la priorité a été à deux États. Là, avec l'ampleur de la colonisation, la priorité palestinienne, c'est l'égalité des droits, évidemment, dont le droit à l'autodétermination, ce qui ne préjuge en rien, bien évidemment, de la solution étatique. Et puis, c'est comme l'a dit Bertrand Badi, une unité qui s'est restructurée avec une forte prise en main, d'une certaine façon, de Hamas, mais pas seulement. L'unité, et on l'a vu notamment à Gaza, est extrêmement large. Toutes les factions politiques en étaient dans l'unité combattante. Mais ça a été accentué, cela, par, d'une certaine façon, à la fois une mise en échec, je dirais, de la vieille garde du Fatah, pas du Fatah en général, mais de la vieille garde du Fatah, donc de l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui, l'abolition du processus électoral, l'accusation de répression et de collaboration sécuritaire avec Israël, l'échec de la stratégie de négociation, même si les négociations, quand elles ont été mises à l'échelle internationale et dans un contexte international, ont permis un certain nombre de succès à l'UNESCO avec la reconnaissance de l'État palestinien, en 2012 avec l'État observateur à l'ONU ou en 2015 avec l'entrée à la CPI. Voilà. Donc, après cette introduction, je vais essayer de revenir sur deux questions. La première, l'offensive diplomatique tous azimuts d'Israël en quête de nouvelles alliances, et la deuxième, le rôle des sociétés civiles. Le premier partenaire, alors j'ai rappelé tout à l'heure les raisons de cette offensive tous azimuts d'Israël. Le premier partenaire israélien, ce sont évidemment les États-Unis. Je dirais que ce n'est pas tout à fait nouveau, en dépit du débat qui a été mentionné lors de l'émergence de l'État d'Israël et même avant, lors de la partition. Mais depuis, Israël est un partenaire central des États-Unis au Moyen-Orient de très longue date. Mais je mettrai quand même trois moments de la dernière période, parce qu'il me semble important pour comprendre la situation actuelle, sans revenir sur toute l'histoire évidemment. D'abord, le moment Bush, avec la volonté de construire ce que les néoconservateurs américains appelaient le nouveau Moyen-Orient, autour des intérêts américains, et qui ont été utiles à Israël et aux dirigeants israéliens de l'époque pour plusieurs raisons. Notamment avec les enjeux de la guerre contre l'Irak. D'abord, la mise à l'écart de l'ONU dans cette affaire. D'autre part, la fin d'un État fort dans la région et sa déliquescence, quelle que soit la nature du régime. Et d'autre part, la reconstitution d'un État complètement démantelé, mais sur des bases ethniques et religieuses qui, d'une certaine façon, légitimaient dans la propagande israélo-américaine la vision ethnique de l'État national israélien. Deuxième moment, le moment Obama, et malgré le discours du Caire, en dépit des tentatives de moratoire très partielles de la colonisation, en dépit même de l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien, on a vu
et en dépit même du dernier vote d'Obama en décembre 2016, rappelant le droit international pour la première fois après tous ces vétos au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a vu à la fois un Benyamin Netanyahou intervenir au Congrès pour protester contre la politique iranienne d'Obama, sans avoir même prévenu Obama de son voyage aux États-Unis. Et on a vu Obama attribuer aux dirigeants israéliens un budget militaire sans précédent dans l'histoire américaine. C'est-à-dire que ça, on le dit assez peu. Obama a offert à Israël, pour les 10 prochaines années, un budget conséquent dans la région. Je ne reviens pas forcément sur la politique de Trump que tout le monde connaît, qui est celle d'un soutien inconditionnel à la politique d'Israël, qu'il s'agisse de Jérusalem, qu'il s'agisse des réfugiés, qu'il s'agisse des colonies, qu'il était prêt à troquer dans son fameux dit plan de paix, à intégrer dans l'espace israélien. Et le deuxième, qui est passé aussi par la fin de l'accord de Vienne avec l'Iran, ouvrant là des difficultés monstrueuses dans la région, et qui est passé par la volonté d'une normalisation avec les pays arabes. Donc, deuxième terrain de l'offensive israélienne dans la région, les pays arabes, et pas seulement arabes d'ailleurs. J'oserais dire que Oslo n'était pas seulement la négociation que l'on connaît, mais visait également à ouvrir à Israël le marché arabe dans le monde néolibéral naissant. Ça supposait à l'époque de faire sauter le verrou que constituait encore l'occupation palestinienne. On en est à la fin de cette période, et c'est ce que développait en partie Bertrand Badi tout à l'heure. On est à la fin de cette période parce que l'ensemble arabe n'existe plus comme tel. Il y a les guerres, d'une part, je ne vais pas revenir sur les différentes guerres qui sont en train d'écraser un certain nombre de peuples de la région, les printemps des peuples, qui ont modifié la donne, qui ont fait aussi émerger de nouvelles puissances régionales, qui sont toutes en quête d'un leadership régional et qui sont en guerre les unes contre les autres, et qui donc reconstituent les alliances, notamment avec Israël. Alors, parmi ces puissances régionales en quête de leadership, il y en a deux qui ne sont pas des puissances arabes. C'est évidemment le cas de l'Iran, qui a repris un leadership régional, notamment depuis la guerre en Irak, pour laquelle il a d'ailleurs aidé les Américains, et qui crée un jeu d'alliances instrumentalisé au profit de son leadership, que ce soit avec le Hezbollah, notamment en Syrie, avec les Houthis au Yémen, en aidant le Hamas. C'est le cas également de la Turquie, notamment depuis l'avènement d'Erdogan, avec une guerre aux frontières contre l'émergence du risque contagieux des forces démocratiques kurdes. On l'a vu notamment en Syrie ou à la frontière irakienne. La Turquie est un membre de l'OTAN, mais se préserve des partenariats, aussi bien avec les États-Unis, notamment militaires, qu'avec la Russie, notamment pour le gaz ou le pétrole. En face, on a l'Arabie saoudite et les Émirats. L'Arabie saoudite, gros marché de l'industrie militaire américaine, et en particulier d'ailleurs depuis la guerre contre l'Irak en 1995, qui craint autant le leadership de l'Iran que les frères musulmans. Et contre l'Iran, il a effectivement troqué sous le parapluie des États-Unis et avec les ambitions personnelles de MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier, il a troqué l'initiative de 2002 qui visait à la normalisation avec Israël en échange des territoires et du droit palestinien et donc de la fin de l'occupation et du droit international. Il a troqué cela contre une normalisation de facto avec Israël que d'autres ont accepté de jurer. C'est le cas des Émirats, de Bahreïn contre le Qatar et du Maroc. Et l'Arabie saoudite développe une intense coopération militaire et sécuritaire avec Israël. Quant à l'Égypte de Sisi et la Jordanie d'Abdallah II, en fait, qui sont intervenus massivement pour un cessez-le-feu dans la dernière période, il s'agit de pays qui sont plus forcément des têtes de pont dans la région, mais qui sont des pays frontaliers avec la Palestine, ce qui est quand même une donne non négligeable, et qui craignent à la fois la contagion des explosions quand
le statu quo de la guerre en Palestine devient une guerre très chaude et qui, par ailleurs, ont le dessein de poursuivre le muselage des frères musulmans. Autre champ, troisième champ d'activité de l'intense diplomatie de Netanyahou, ce sont les pays émergents. 3 en particulier. La Russie, il en a été question tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément y revenir en détail. La Chine, qui a un double intérêt économique, à la fois pour le pétrole et pour la route de la soie, et qui se préserve des doubles relations, à la fois avec Israël. Je rappelle que la Chine est quand même devenue, dans la dernière période, le 3e partenaire commercial d'Israël, c'est quand même pas rien. L'Europe est le premier, hein, je vous rassure. Mais également des relations avec les pays arabes, c'est-à-dire que la Chine a une position qui ne sera pas une position active face au conflit. Et on l'a vu, ces relations avec les pays arabes ont permis à la Chine d'éviter les protestations arabes et des pays musulmans à l'ONU, notamment face à la répression contre les Ouïghours. Et puis, troisième puissance émergente, c'est l'Inde de Narendra Modi, pour plusieurs raisons. D'abord, une proximité idéologique évidente avec la politique de Netanyahou et de ses successeurs ou prédécesseurs en matière de nationalisme ethnique et en matière d'idéologie anti-musulmane. Et deuxième raison, c'est le commerce militaire et sécuritaire avec Israël qui s'est développé vitesse grand V. Quatrième champ, et il n'est pas négligeable, c'est l'Afrique, où pendant très longtemps, quatrième champ pour l'offensive diplomatique israélienne, hein, je veux dire, où pendant très longtemps, les seuls liens israéliens forts, idéologiques, militaires, commerciaux, étaient avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, et qui aujourd'hui se développent tous azimuts. Je cite tout simplement Netanyahou qui en 2016 disait « Israël est de retour en Afrique, l'Afrique revient en Israël ». Il a entrepris une tournée en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie, au Rwanda. Il intervient au sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Hein. Il invite Paul Kagame, il invite Faure Gnassingbé, il espère le soutien des pays africains dans les enceintes internationales. Il espère également la reconquête de son rôle d'observateur dans l'Union africaine. Et puis, il trouve en Afrique un nouveau marché pour ses armes et surtout pour les technologies sécuritaires. Cinquième terrain, c'est l'offensive diplomatique israélienne en Amérique latine. Alors là, c'est un peu plus faible, mais il y a au moins 2 éléments. Le premier, c'est un rapprochement avec le Brésil de Bolsonaro pour exactement les mêmes raisons idéologiques qu'avec l'Inde. Et puis, d'autre part, avec un certain nombre de petits pays comme le Guatemala, enfin petits pays, qui ont moins de poids, je dirais, comme le Guatemala et le Paraguay, qui, suite à Trump, ont transféré leur ambassade à Jérusalem. Et je cite l'un des intervenants, je crois que c'est de l'État du Monde qui a coordonné Bertrand Badi, qui disait « La route de Washington passe par Jérusalem ». Enfin, dernier champ, et non le moindre, pour Netanyahou, il s'agit de diviser l'Europe et d'affaiblir les déjà très discrets soutiens verbaux aux droits nationaux palestiniens en Europe. Alors, l'Union européenne a longtemps été, notamment sous l'influence de la France depuis De Gaulle, il en a été question tout à l'heure, et jusqu'aux dernières années de Chirac, pas les toutes dernières années, hein, mais jusqu'à au moins la moitié du deuxième mandat de Chirac, élaboratrice de principes clés retenus dans le droit international. Il a été question tout à l'heure de la déclaration de Berlin de 99, au printemps 99 pour un État palestinien. Le deuxième élément clé de cette déclaration de Berlin, c'était « In due time, nous reconnaîtrons l'État palestinien en temps voulu ». Ce temps n'est jamais venu et en 99, qui devait être l'année de la reconnaissance de l'État palestinien, le même jour, le 4 mai 99, ont eu lieu les élections anticipées législatives israéliennes avec une pression incommensurable sur la Palestine pour qu'ils renoncent à la création de leur État. Depuis Oslo, l'Europe a accepté d'être exclue du processus politique au profit du seul rôle économique. De ce point de vue, les violations israéliennes n'ont absolument pas, du droit international, n'ont pas empêché le rehaussement de toutes les relations diplomatiques, économiques et même militaires avec Israël. L'Europe est officiellement favorable aux 2 États
dans les conditions du droit international, mais en soumet toujours aujourd'hui, et Macron en est le premier turiféraire, l'avènement aux négociations bilatérales et donc à la reconnaissance préalable par Israël de l'État palestinien. C'est encore trop pour Israël. Benyamin Netanyahou multiplie les alliances à la fois avec les pays et les formations politiques d'extrême droite, en particulier en Europe, peu importe leur antisémitisme, pourvu qu'ils défendent sur les enceintes internationales la politique israélienne. Enfin, deuxième grand point, et je vais aller beaucoup plus vite, l'après-nouvelle guerre indique-t-elle une réorientation des politiques et quel est le rôle du mouvement de solidarité mondiale? Premier point, Biden espérait ne pas avoir à se mêler du Proche-Orient. Il a été contraint de s'en mêler, à l'exception de l'Iran. C'est ce que disait tout à l'heure Bertrand Badi. Il a été contraint de s'en mêler, mais cela étant, son appel à la désescalade s'est accompagné d'un refus de tout projet de cessez-le-feu des Nations Unies. Il a continué pendant les bombardements de Gaza à vendre les armes à Israël pour un montant de 735 millions de dollars en plein conflit. Il n'a eu de cesse d'évoquer le droit légitime d'Israël à l'autodéfense, accusant le seul Hamas et en reprenant à son compte la chronologie israélienne, oubliant Jérusalem, l'occupation et le siège. Et puis cela, indépendamment d'annonces pourtant non négligeables de consulat à Jérusalem-Est, de retour d'une mission palestinienne à Washington et d'une aide financière, y compris à l'UNRWA. Mais surtout, Biden doit faire face aux États-Unis, et là on rejoint ce que dit Bertrand Badi sur les peuples et le rôle des sociétés civiles. Il fait face à une opposition croissante au soutien inconditionnel à la politique israélienne. Au sein du Parti démocrate, dont des élus et non des moindres ont demandé de conditionner l'aide américaine à Israël au respect des droits humains. Je rappellerai le précédent de 1991, la pression de 91 pour l'ouverture des négociations, où le dernier sondage en février dernier donne évidemment toujours 58% de la population favorable à Israël, et c'est nouveau, 25% favorable aux Palestiniens, c'est 6% de plus qu'en 2018, où au sein même des nouvelles générations de la communauté juive, les plus jeunes se prononcent de plus en plus en faveur du droit international contre les rhétoriques de l'AIPAC, et où au sein des nouvelles générations du mouvement évangéliste, qui est pourtant le principal soutien au projet sioniste et à la politique d'extrême droite israélienne, au sein de ces nouvelles générations évangélistes, il y a aussi tout un courant qui réclame une politique, disons, plus équilibrée. En Europe, là encore, on a vu la reprise du narratif israélien sur la chronologie des événements, une déclaration commune empêchée par l'Autriche. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, la France en particulier fait de la question de l'unanimité un préalable à toute action, et pourtant, c'est Le Drian lui-même qui, au moment du débat sur l'éventualité de l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et d'une partie de la Jordanie, reconnaissait que l'unanimité n'était pas nécessaire à la prise en charge d'un certain nombre de mesures, voire de sanctions, et il évoquait à l'époque le risque de 2 poids 2 mesures avec la Crimée. La France, je le rappelle, est le seul État où un ministre de l'Intérieur et son préfet parisien ont interdit les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, qui sont en parallèle, à mettre en parallèle avec à la fois les tentatives ratées d'assimilation de l'antisionisme avec l'antisémitisme, et en parallèle avec ce que défend le Printemps républicain dans sa campagne préélectorale sur, je résume d'un mot, sur les amalgames sur les islamo-gauchistes. Mais on assiste à des manifestations populaires un peu partout. Alors ça a été vrai aux États-Unis, avec une assimilation avec le slogan « Palestine Lives Matter », en Europe, et même à Varsovie, dans le monde arabe, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit précédemment, à l'essor extrêmement important de BDS, qui est une campagne citoyenne mondiale solidaire contre l'impunité déclinée selon les contextes nationaux, avec d'immenses succès dans des universités, des églises, des fonds de pension, etc., qui indiquent évidemment la voie à suivre. Et tout cela
a quand même quelques succès, et je rejoins là complètement ce que dit Bertrand Badi sur le rôle important des sociétés civiles, pas seulement palestiniennes, mais dans le monde. Et je mentionnerai 3 succès importants dans la dernière période. Un, l'arrêt de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, des droits humains, moi je dis, de juin dernier, sur le droit au boycott. 2, la décision de la Cour pénale internationale qui a décidé le 3 mars dernier, suite à un très long processus dont je ne referai pas l'histoire ici, l'ouverture de l'enquête formelle sur les crimes commis en Palestine occupée. Et 3, la dernière décision du Conseil des droits humains des Nations Unies, présidée par l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui, et c'est historique, pour la première fois dans l'histoire, a décidé d'une commission d'enquête en Palestine. Et là, je pourrais vous donner les votes européens. Il y a 5. Alors, il y a eu un vote massif en faveur de cette commission d'enquête. Aucun pays européen n'a voté pour. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pays européens ont voté contre. Et 5 pays européens, dont la France, se sont abstenus. Et c'est effectivement une honte pour ces pays européens qui sont, de toute évidence, à contre-courant des exigences des opinions publiques qui, aujourd'hui, ont le vent en poupe pour mener la bataille du droit en Palestine occupée, solidairement avec les Palestiniens et avec les organisations internationales de défense du droit. Voilà. Merci Isabelle. C'est un éclairage vraiment important que tu nous as donné. Et on s'aperçoit que l'offensive, je pense que les Israéliens ils partagent votre analyse finalement, parce que leur offensive contre les opinions publiques est extrêmement forte. Elle est organisée par Israël. Donc on peut se dire que quelque part, ils sont conscients de la menace que représentent effectivement les opinions publiques dans le monde. On va passer aux questions. Alors, il y a assez peu de questions, si je crois, qui sont remontées par le chat, discussion, bavardage. Il y a quand même quelques questions sur, quelque part, le rôle des États-Unis et les constantes dans les positions des États-Unis, avec l'impression que, malgré tout, et même à travers les différents présidents, c'est toujours quelque part les alliances avec les États-Unis ou leur position vis-à-vis des pays du Moyen-Orient dépend un peu de leur position de ces pays vis-à-vis d'Israël. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un décryptage particulier de la politique des États-Unis actuellement que l'on peut faire, notamment dans leur attitude vis-à-vis des États de la région? Alors, Bertrand? Oui, je crois que c'est une question qu'il faut saisir à 2 niveaux différents. Je dirais les constantes et les aménagements. Je disais tout à l'heure que les jeux n'étaient pas faits lors de la création de l'État d'Israël. Il y a eu quelques flottements. Truman était très favorable. Ensuite, on a vu un Eisenhower, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais Eisenhower, il ne faut pas oublier que dans la crise de 1956, il avait pris résolument position contre Israël. Donc, vous voyez, il y a un flottement qui a cessé finalement avec l'administration démocrate de Kennedy. Après, on a eu affaire à une continuité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces continuités? Là aussi, il ne faut pas schématiser. On dit trop souvent l'AIPAC, l'importance de la communauté juive aux États-Unis. Ce n'est pas le principal soutien d'Israël aux États-Unis, la communauté juive. Le principal soutien aujourd'hui, ce sont les évangélistes. C'est-à-dire cette espèce de vision messianique qui considère qu'il faut arriver à ce retour des Juifs en Palestine, en Israël, pour reconstruire le temple et que ça sera le début finalement du triomphe du Messie, et cette espèce de vision messianique qui en soi ne m'intéresse pas directement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle révèle.
Et elle révèle une chose qui me paraît très, très importante dans la constante américaine de soutien à Israël et dans le suivisme de l'Europe, en tous les cas de l'Europe occidentale, qui est l'idée qu'Israël, c'est la pointe avancée de la civilisation occidentale au Proche-Orient. Vous savez qu'il y a aux États-Unis, il y a eu aux États-Unis, il y a encore aux États-Unis des courants extrêmement forts pour qu'Israël rejoigne l'OTAN. Et derrière cette idée, il n'y a pas seulement la simple hypothèse d'une alliance consolidée, vu la force militaire d'Israël, il y a l'idée qu'Israël fait partie du camp occidental. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que Biden donne beaucoup dans cette vision, c'est-à-dire cette vision d'un monde libre, qui ferait face à un ennemi peut-être multiforme, mais qui aurait comme dénominateur commun des régimes autoritaires. Tout ça est caricatural, tout ça est schématique. L'absence de critique sur ce qu'est la démocratie israélienne est quand même frappante. Mais il reste cette constante, c'est-à-dire Israël est un rempart face à la menace islamiste qui pèse sur le monde occidental, et cette idée est devenue banale, notamment depuis le 11 septembre. Et on la retrouve partagée par tous les présidents américains, mais par tous les dirigeants européens qui l'expriment chacun à leur manière. Bon, ça c'est la constante. Et au nom de cette constante, il ne faut pas s'attendre à un bouleversement du positionnement américain sur la question israélo-palestinienne. Isabelle avait raison de dire tout à l'heure que même Obama n'est pas allé extrêmement loin. C'est de tous les présidents récents des États-Unis celui qui a été le plus loin, mais il est resté dans les fondamentaux que je viens de décrire. Et puis après, il y a les modulations. Qu'est-ce que c'est que les modulations? C'est la façon dont va s'insérer cette politique pro-israélienne dans le dispositif global de la diplomatie américaine. Et c'est là qu'on a vu peut-être l'exception Trump, mais une exception qui n'était pas véritablement une exception. Ce qui paraissait exceptionnel, c'était le radicalisme trumpien qui se retrouvait pour quantité de raisons philosophiques, idéologiques, de sensibilité dans le camp le plus radical, le camp sioniste le plus radical, mais surtout ce qui intéressait Trump, c'était de faire barrage à l'Iran, de construire ce triangle Tel Aviv, Riyad, Washington, qui dans son esprit était d'abord un moyen pour les États-Unis de garder un pied au Moyen-Orient, mais qui était surtout une façon de galvaniser un camp conservateur pro-occidental. On retrouve toujours le même schéma. Et ce qui est différent chez Biden, c'est que Biden n'a pas cette même attirance pour le régime saoudien. D'ailleurs, ça a été l'une de ses premières réactions que de montrer un peu de désapprobation aux dirigeants saoudiens, mais il n'a pas remis fondamentalement en cause ce fameux triangle, il n'a pas remis en cause les fameux accords dits d'Abraham qui s'inséraient dans cette logique, et du coup, les États-Unis ne sont plus un élément clé de la décision, dans la mesure où ils sont dans une attitude figée. Mais j'ajouterai une chose, qui peut-être à déplaire à certains, il n'y a plus de capacité américaine au Moyen-Orient. De Trump et de Netanyahou, qui commandait l'autre? La capacité d'un président américain d'imposer sa loi, ça c'était quelque chose qui fonctionnait pendant la guerre froide, qui a permis à Lyndon Johnson de jouer un rôle de pilote dans la guerre de 67, qui a permis à Nixon et à Kissinger de faire cette politique des petits pas qui a quand même un peu transformé la région, mais ça c'était avant. Je veux dire, depuis le tandem Nixon-Kissinger, vous n'avez rien de proactif dans la diplomatie américaine au Moyen-Orient. Rien. Ni Clinton, qui a complètement échoué dans
dans la gestion post-Oslo et dans les négociations de Camp David, ni Bush, n'en parlons même pas, qui a complètement échoué dans sa politique néoconservatrice dans le Greater Middle East, ni Obama, qui n'a pas pu faire bouger d'un pas Netanyahou. Quand Obama a réclamé un gel des colonisations, Netanyahou lui a fait un doigt d'honneur, hein, et ça s'est terminé comme ça. Trump se caractérise plus par un suivisme de la radicalité israélienne que par une gestion hégémonique de la région. Donc les États-Unis, c'est terminé. Les États-Unis, c'est terminé. Tu voulais compléter, Isabelle? Non, non, tu n'as pas ton micro, Isabelle. Il faut que tu mettes ton micro. Tu m'entends? Voilà. Ah, désolé. Oui, les États-Unis, effectivement, de ce point de vue, je rejoins ce que dit Bertrand a dit. Je me permets d'ajouter tout de même qu'ils ont encore une force de nuisance. Ils ont une force de nuisance dans la paralysie qu'ils imposent, en particulier aux Nations Unies, d'une part, et ils ont une force de nuisance, d'autre part, dans le soutien massif qu'ils sont capables d'apporter militairement et financièrement à un certain nombre de pays de la région, les aidant dans les guerres que les pays en question opposent au peuple. C'est vrai de l'aide militaire à Israël, c'est vrai de l'aide militaire à l'Égypte, et c'est vrai, par exemple, aussi de l'aide militaire à l'Arabie saoudite, qui complète l'aide militaire française à l'Arabie saoudite d'ailleurs, dans sa guerre contre le Yémen. Donc, il y a un aide broker qui était censé être les États-Unis au moment d'Oslo, ne l'ont jamais été, ils ne l'ont jamais été, évidemment. La capacité d'intervention est sans doute celle qui vient d'être décrite, mais pour autant, il me semble qu'il demeure une force de nuisance, voire de frein très fort du côté des États-Unis. Merci. Alors, il y a, en fait, dans la discussion, ce qui arrive en ce moment, c'est plus des commentaires que des questions. Donc, j'invite les uns et les autres à faire plutôt remonter des questions. Et puis, on peut aussi peut-être faire un ou deux petits accros s'il y a des personnes qui ont vraiment des questions et pas des commentaires et qui veulent lever la main. J'ai cru comprendre qu'il y avait une question-commentaire, les deux en même temps, de Taoufik, non? Il y a, pour le moment, je vois ça comme oui, oui, je confirme. D'accord. Eh bien, écoute, bon, Taoufik, dans ton commentaire, tu mets en avant l'insoutenable légèreté de la diplomatie française. Moi, j'aurais peut-être qu'on peut combiner ça. Il y avait un autre avant, Bertrand. Alors, écoutez. La diplomatie israélienne, je crois que Isabelle l'a vu. Oui, si je peux me permettre, il y avait une question de Taoufik, effectivement, sur est-ce que, en gros, je me permets de résumer, Taoufik, tu me dis si je me trompe dans l'interprétation, est-ce que l'offensive diplomatique israélienne n'est pas finalement la conséquence d'un isolement de facto et d'un recul considérable de l'image d'Israël dans le monde? C'est ça la question au fond, non? Alors, il y a plusieurs questions que je vois. Il y a une question aussi sur la résistance de la jeunesse palestinienne et la réaction du Hamas. Est-ce que c'est pour interrompre un mouvement de résistance de la jeunesse palestinienne? Il y a aussi les questions peut-être autour un peu de ce que dit Taoufik, qui sont en fait un peu le contraste entre les avancées diplomatiques dans les enceintes internationales et les positions françaises. Taoufik, tu veux peut-être le réexprimer, mais vraiment une question, une phrase, quoi, si ça ne t'ennuie pas. Je peux? Oui, oui. Bonsoir. Sur la question de la percée diplomatique israélienne, parce que Isabelle, tu as parlé en Afrique et tout, etc. En fait, Israël, je pense qu'il a réussi à
à fédérer un petit peu tous les gouvernements fascistes ou bien ceux qui ont besoin de sa technologie et tout ça pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas un succès diplomatique, à mon avis. Il y a une perte de vitesse qui est incroyable. Et tu as cité, Bertrand Badi tout à l'heure a cité un rapport qui est extraordinaire, qui est celui de Human Rights Watch. Je crois qu'Israël est en perte de vitesse. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on leur prête vraiment des victoires qui ne sont pas vraiment des victoires. Et ça d'une part, et d'autre part, sur la question de la deuxième remarque sur le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Bon, la commission d'enquête, elle a été, comme tu l'as souligné, c'est vraiment historique, elle a été actée, qui va enquêter sur des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et ça, c'est très important. La diplomatie française, on la voit qu'elle est un peu dansante. Bon, on va jusqu'à parler de risque d'apartheid par Jean-Yves Le Drian, mais en même temps, on ne vote pas pour une commission d'enquête. Comment on peut se déterminer comme démocrate faisant partie du nouveau monde, le monde libre et tout, etc., et on refuse une commission d'enquête. Je ne parle pas de condamnation d'Israël. Taoufik, excuse-moi, est-ce que tu peux formuler ta question? Parce que là, cette question-là, tu la poses à Macron ou à Le Drian, mais quelle question tu voudrais poser à nos intervenants? C'est celle-là, c'est celle-ci. Ah, c'est un défi pour vous, si vous voulez répondre. Ouais, juste, comment on peut, donc si on reformule, c'est comment on peut se positionner pour les droits de l'homme et voter contre la commission d'enquête. Absolument. Concernant la première question là, sur Israël, tu remarqueras, Taoufik, que je n'ai pas parlé de succès israélien, mais d'offensive diplomatique israélienne, ce qui n'est pas évidemment tout à fait la même chose. Il y a une véritable offensive précisément parce qu'il y a par ailleurs un isolement relatif de la politique européenne. Tu as cité B'Tselem, il y a aussi le rapport de Human Rights Watch qui est un rapport extrêmement important. Les deux mettant en cause la politique d'apartheid israélienne sur l'ensemble du territoire à la fois palestinien et israélien. Et je me permets d'ajouter, on est loin de se limiter à de l'apartheid qui était une discrimination de type ethnique et racial. Là, c'est beaucoup plus grave encore, puisque c'est l'apartheid assorti d'une colonisation, d'éviction des Palestiniens. Mais il y a effectivement ces deux rapports qui sont très importants. Et si Israël a cru bon, enfin en tous les cas, si Netanyahou et consorts ont cru bon et nécessaire, et absolument nécessaire, de mener une offensive diplomatique tous azimuts comme ils l'ont fait, c'est précisément parce qu'il y a des reculs ailleurs, et en particulier dans les opinions publiques. Et je crois que ce qui est important, même pour nous, en tant que mouvement de solidarité, c'est de voir cette dichotomie entre le regard, comme l'indiquent tous les sondages, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Europe, sur qui est responsable de l'impasse et de la crise et de la guerre en Palestine, et les positions d'un certain nombre d'États. Et cette dichotomie, je pense qu'il faut la mettre en lumière parce que c'est un point d'appui pour aller beaucoup plus loin dans nos propres exigences vis-à-vis de nos propres gouvernements. Et ça m'amène à rebondir sur ce que tu dis sur la France. Bien sûr qu'il y a un recul considérable de la politique française depuis les dernières années de Chirac. Considérable. Les dernières années de Chirac, c'est notamment l'ouverture des liens culturels bien plus grands avec Tel Aviv, mais c'est aussi des relations militaires qui se développent entre Paris et Tel Aviv. Et puis alors, on a ensuite la déclaration d'amour de Sarkozy à Pérez, qui est quand même le premier invité de la scène internationale en France, hein, sous l'ère Sarkozy. Le premier invité étranger, président étranger invité en France, c'est Shimon Peres, lors de la saison du livre, tout au début de l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, avec le développement sans précédent des relations économiques et sécuritaires, on va dire, avec Israël, sécuritaires notamment
et ça vient de la période où il était ministre de l'Intérieur, dans l'utilisation des techniques dites antiterroristes israéliennes dans la surveillance d'un certain nombre de quartiers de banlieue. Ça a été mis en place depuis 2005 et les émeutes dans les banlieues d'un certain nombre de villes en France. Hollande, c'est pareil, c'est la déclaration d'amour aux dirigeants israéliens, même pas à Israël, aux dirigeants israéliens. Et alors là, avec Macron, on a vu ce qui s'est passé avec la tentative, à mon avis ratée, de saison israélo-française en France il y a maintenant 3 ans, c'est-à-dire presque immédiatement après l'arrivée de Macron au pouvoir, qui visait à relégitimer la politique israélienne en France et en même temps à délégitimer, ce n'est pas un hasard si le gouvernement israélien a mis en place une commission stratégique pour délégitimer BDS, à délégitimer le mouvement de solidarité. Donc la position française aujourd'hui est extrêmement loin de la position active que De Gaulle a menée et que ses successeurs ont menée jusqu'aux dernières années de Chirac. Aujourd'hui, Isabelle, si tu peux faire un petit peu plus court, parce que il faut que chacun... Oui, il faut que je m'en aille. On a Macron qui déplore les pertes civiles le 13 mai, qui condamne le Hamas, mais qui ne condamne pas Israël, et qui évoque, je cite, un retour au calme. Retour, comme si en Palestine occupée, c'était le calme. Dans son communiqué qui précède la demande de cessez-le-feu. Donc, on est quand même dans une situation... Et puis, c'est le développement d'un nouveau projet militaire Scorpion. Je vous invite à lire les papiers de Jean Stern sur le site Orient 21, d'un nouveau projet militaire Scorpion entre la France et Israël pour l'intégration au système militaire français d'un certain nombre de technologies de surveillance israéliens, notamment les drones silencieux, etc., etc. Alors, merci Isabelle. Ce qu'on va faire, parce que Bertrand t'a dit, est-ce que vous acceptez de rester peut-être 5 minutes de plus? Peut-être. C'est difficile parce que je dois arrêter à 7h30, il est 32. Je voudrais peut-être répondre avant de vous quitter à cette double question qui est importante. Je crois qu'il faut avoir une juste vision des choses. La question de savoir si Israël gagne ou perd, pour l'instant, Israël gagne. Pour l'instant, Israël gagne. C'est-à-dire le pari israélien, c'est le pari de ce que j'appelais ce gel systémique, c'est-à-dire qu'il lui permet de ne pas négocier, d'une part, et de continuer à ronger la Palestine, d'autre part. Or, aucune de ces deux dynamiques n'est interrompue. Et je ne vois pas, dans ce qu'est le jeu diplomatique mondial actuel, par quel truchement cette stratégie israélienne pourrait être mise en cause. Donc, c'est tout. Ce que j'ai dit en revanche, et ça, j'y crois vraiment très profondément, c'est qu'il s'agit là d'un jeu stratégique, mais qui n'inclut pas les peuples, et en particulier le peuple palestinien, mais aussi les peuples qui soutiennent la cause palestinienne. Et là, si la pression sociale est forte, ce jeu va se révéler pour ce qu'il n'est pas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un jeu coûteux. Si ça devient un jeu coûteux, il faudra le changer, et là, ça peut être le début de quelque chose. Mais pour l'instant, rien n'indique que les gouvernements changent leur pari. Quant à la France, c'est très simple. Depuis Chirac, la France ne compte pas. C'est-à-dire la France, M. Hollande peut chanter la vie en rose en chœur avec Netanyahou, mais qu'est-ce que ça change? Et c'est ça qui est tragique, c'est que en 67, la parole de la France, elle a quand même profondément affecté le jeu diplomatique dans la région. Aujourd'hui, mais ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Et ce qu'il faudrait regarder de très très près, c'est le pourquoi de ce drame muet, parce que personne ne le commente. Mais la parole de la France n'a aucun poids. Et il suffit d'ailleurs de parler avec moi, mes collègues, mes amis dans le monde arabe, et notamment ceux que je rencontre, c'est-à-dire les universitaires. Et les universitaires me disent, mais on n'écoute même pas les déclarations des gouvernements français, de même que celles d'ailleurs du gouvernement allemand ou du gouvernement britannique. Ça n'a aucune importance.
hein. Donc, moi, je n'accorderai même pas 2 minutes à discuter de la politique étrangère française. Elle est morte, cette politique étrangère française. Elle n'existe plus. Elle n'existe qu'au Sahel avec les résultats qu'on connaît, hein. Il faut prendre la mesure de tout ça. Voilà, alors malheureusement, je dois vous quitter, mais s'il y a une question qui m'est adressée, je suis prêt à arrêter l'horloge. Alors, il y a plusieurs questions. On va essayer de les regrouper. On va voir si l'horloge peut s'arrêter. En fait, il y a une question qui est très large, mais est-ce qu'elle peut être répondue? Il peut y avoir quelques mots. C'est finalement comment les différentes forces palestiniennes, que ce soit le Hamas, le Fatah ou les différentes parties du Fatah, des autres parties, s'insèrent dans ce jeu international. Ça, c'est une des questions. Une autre question, c'est finalement un peu sur les risques actuels de la situation, c'est-à-dire le risque d'une fuite en avant militaire, par exemple, y compris dans une attaque contre l'Iran. Et puis, mais je crois que vous avez déjà un peu répondu, c'est finalement, que pouvons-nous faire, nous, les uns et les autres, pour que cette sortie du statu quo, après cette sortie du statu quo, cette sortie sous la table de la question palestinienne, elle n'y retombe pas. Peut-être que si on regroupe ces trois questions, ça pourrait être votre conclusion. Et puis, on laissera un tout petit moment après aussi à Isabelle pour conclure. Si vous devez partir, on va essayer de gérer ça comme ça. D'accord, je vous remercie. Écoutez, en ce qui concerne la première question, c'est une très vaste et très belle question parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas directement abordée, mais peut-être dans d'autres sessions, vous aurez l'occasion de revenir plus directement sur les mouvements palestiniens. La chose la plus importante à dire, c'est que l'autorité palestinienne avait joué une double carte, qui était la carte d'Oslo, qui était l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de l'acteur palestinien de pouvoir négocier directement avec les Israéliens de manière autonome. C'est ce qui s'était amorcé finalement à Oslo et qu'on a tenté de prolonger dans les conférences qui ont suivi. Et l'autre élément du pari, c'était la protection des institutions internationales et de la communauté internationale. Et le drame de l'autorité palestinienne, c'est qu'elle a échoué dans ces deux paris. C'est-à-dire l'incapacité de négocier sérieusement avec l'État d'Israël, et ça on l'a vu à Camp David, on l'a vu à Taba, on l'a vu dans toutes ces négociations intermédiaires, et on le voit aujourd'hui, où finalement la capacité de négociation entre Ramallah et le gouvernement israélien est quasiment nulle. Et d'autre part, le fait, comme on l'a dit tous les deux, tous les trois, qu'on a enfoui la question palestinienne sous la table, a desservi l'autorité palestinienne parce que du coup, l'autorité palestinienne ne pouvait plus s'appuyer sur la communauté internationale. Du coup, elle s'est retrouvée face à l'acteur qui avait fait le pari exactement inverse, qui était le Hamas, qui avait fait le pari en même temps de la non-négociation avec Israël et de la non-protection de la communauté internationale. Et ce pari a été négativement gagnant. Qu'est-ce que ça veut dire négativement gagnant? Ça veut dire ça lui a pas permis d'avancer, de pouvoir véritablement s'accomplir, mais ça lui a permis de bloquer son adversaire. Et chacun sait que s'il y avait eu des élections libres en Palestine, le Hamas aurait gagné à cause de cela. Et c'est pour ça aussi que le Hamas a pu accomplir cette fonction tribunicienne lorsque le soulèvement palestinien a commencé à Jérusalem et s'est propagé un peu partout en Palestine. C'est-à-dire que maintenant, le mouvement palestinien a une victoire négative, c'est-à-dire le fait d'être le seul à avoir échappé à cette pesanteur qui a complètement pulvérisé l'autorité palestinienne. Alors maintenant, est-ce que ça peut dégénérer? Évidemment, c'est une question que tout le monde peut avoir en tête. C'est difficile d'y répondre parce que, vous savez, les relations internationales, elles se construisent par la succession d'événements et de hasards imprévisibles. Donc, je me garderai bien de regarder dans ma boule de cristal. Mais ce qui me semble, c'est que on était du temps de Trump au bord, effectivement, d'un risque réel de guerre, parce que l'activation du triangle Riyad, Tel Aviv, Washington pouvait encourager Riyad et Tel Aviv dans leur offensive contre l'Iran, et on l'a vu.
La chance pour Téhéran, c'est que l'Arabie saoudite reçoit beaucoup d'armes des États-Unis, que c'est la 5e puissance militaire aujourd'hui, mais la malchance pour MBS, c'est qu'il ne sait pas s'en servir. Et vous avez vu que lorsque l'Iran a bombardé un site pétrolier dans l'est de l'Arabie saoudite, les Saoudiens n'ont pas pu réagir. C'est-à-dire qu'en fait, et on voit bien la déconfiture saoudienne au Yémen, c'est exactement le même problème. Donc effectivement, il y a une certaine faiblesse intrinsèque de l'Arabie saoudite, mais qui n'est pas la faiblesse israélienne. Donc ce triangle, il y a quelque chose de dangereux. Je ne pense pas que dans le contexte actuel, il puisse y avoir une activation de ce triangle, parce que je pense que Washington ne le souhaite pas. Tant que Washington considère qu'elle a une chance d'aboutir à une négociation avec l'Iran, elle va mener à fond cette négociation. Ce n'est pas dit qu'elle réussisse, mais ce n'est pas dit qu'elle perde non plus. Donc, on est dans un contexte de transitoire qui est nécessairement un contexte d'accalmie. Après, ce qui se passe, franchement, je ne sais pas. Tout peut se produire. Bon, le mot de la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire, c'est exactement ce que nous avons tous dit depuis le début. C'est la seule chance qui nous reste, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir cette grande bataille de l'opinion et cette grande bataille des sociétés, parce que ça peut déciler les gouvernements, notamment les acteurs de la région qui, vous comprenez, ce qui est le plus important, c'est de surveiller ce qui va se passer à Amman, au Caire et à Casablanca. S'il y a une pression des masses dans la rue pour dire à ces gouvernements, écoutez, votre complicité avec Israël, ça suffit, elle nous est insupportable, il ne faut quand même pas oublier que le Maroc est gouverné par un Premier ministre islamiste, M. Saïd Eddine Al-Osmani. Donc, est-ce qu'il aurait intérêt à s'opposer ainsi avec la violence, par la violence, à une masse islamiste soutenant la cause palestinienne? Non, je pense que la première déstabilisation, elle peut venir de là. Comme j'ai dit que l'Europe, ça comptait pas beaucoup, je crains qu'effectivement, ce n'est pas par l'opinion publique européenne que l'on réussira les premiers résultats. Mais cette prise de conscience mondiale de l'importance de la question palestinienne, elle a cet avantage qui est déjà un avantage très positif de remettre la question palestinienne sur la table. Merci beaucoup. Bertrand Badi, il est déjà 19h42, mais on va peut-être laisser aussi à Isabelle peut-être 1 ou 2 minutes de conclusion avant de s'arrêter. On a déjà dépassé le temps. Oui, d'abord, je ne suis pas du tout Merci sûre. à vous. Et à bientôt. Léka, et à bientôt. Je ne suis pas du tout certaine qu'il y ait un risque de guerre, mais je ne suis pas non plus certaine du contraire vis-à-vis de l'Iran, compte tenu de la nature du gouvernement israélien, mais compte tenu aussi du fait que c'est demain que ce nouveau gouvernement, après le long passage de Netanyahou au gouvernement comme Premier ministre, c'est demain que ce gouvernement bitête, on va dire, bicéphale, doit être adopté ou pas par la Knesset. Donc, mais en tout état de cause, Netanyahou a déjà annoncé rejouer à Tel Aviv le Capitole, c'est-à-dire il a déjà annoncé qu'il considérait comme illégitime le nouveau gouvernement, avec pourtant un certain nombre de participants comme Bennett, qui est encore plus, si tant est que ce soit possible, à l'extrême droite que lui, et qui l'accuse d'être un gouvernement de gauche, etc., et d'être plus que ça, une menace existentielle pour Israël. Donc, pour le moment, un certain nombre de choses sont en suspens de ce point de vue-là. Il n'est pas du tout certain que les dirigeants israéliens ne réagissent pas, en dépit du spectre très large sur lequel ils ont été contraints de s'appuyer pour trouver une majorité et dégager Netanyahou. Il n'est pas du tout certain qu'en dépit de ce spectre très large, il n'ait pas envie de réagir si les États-Unis concluent des accords du type Vienne 2015 avec l'Iran. Mais dans cette configuration, la France continue à jouer le mauvais rôle
parce que peut-être qu'elle n'a plus beaucoup de poids, mais enfin tout de même, elle a du poids suffisant pour exiger que d'éventuelles négociations avec l'Iran en demandent davantage à l'Iran qu'en 2015. Et là, Macron adopte à nouveau les exigences israéliennes en réclamant par exemple qu'on élargisse la réduction de la production d'armement aux armes balistiques, ce qui n'était pas le cas en 2015. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de faire rater les négociations sur l'Iran. La deuxième chose par rapport à la Palestine et au mouvement palestinien, je crois qu'il y a une chose qu'il faut quand même qu'on mesure, c'est qu'on en est à peu près à la 4e génération depuis 67. Et je ne parle même pas d'avant. La majorité de la population palestinienne d'aujourd'hui n'était pas née au moment du processus d'Oslo. C'est de l'histoire pour la majorité de la population palestinienne. Et donc, il est en train de se jouer autre chose. Je pense qu'il y a une remise en cause complète de la vieille garde, c'est pour ça que je l'appelais la vieille garde, du Fatah et de l'autorité palestinienne. Et il y a une volonté de participation. On l'a vu avec les marches du retour à Gaza, mais on l'a vu aussi dans les manifestations pour l'unité nationale en Cisjordanie. On l'a vu avec l'existence de 36 listes pour les élections législatives qui ont été ajournées sine die par Abbas. On l'a vu avec le fait que 93% des Palestiniens se sont inscrits sur les listes électorales. Tout ça, c'est quand même pas rien. Donc, il y a une volonté de réintervenir. Il y a une place beaucoup plus grande du Hamas, comme le disait tout à l'heure Bertrand Badi. Je crois que la guerre menée contre le Hamas, en particulier à Gaza par Israël, vise aussi à dire en Palestine, c'est le Hamas, donc c'est les terroristes, donc nous sommes la tête de pont de la croisade internationale ou occidentale contre cela, etc. Mais enfin, en tout état de cause, il y a une recomposition dans le cadre d'une unité palestinienne neuve qui s'étend aujourd'hui aux villes palestiniennes d'Israël, où les colons ont mis le pied et où ils multiplient les lynchages avec l'aide du Shin Bet. Et il me semble que cette recomposition, c'est ce que je disais au tout début, a pour revendication prioritaire nouvelle, non plus d'abord, ça ne veut pas dire qu'il l'abandonne du tout, ce que je dis, mais non plus d'abord centré sur la question des deux États, mais centré sur la question de l'égalité des droits. Et il se joue là quelque chose d'important. Et enfin, dernière chose par rapport à ce qu'on peut faire ou pas en France et en Europe, certes, la France et l'Europe n'ont pas le rôle qu'elles jouaient avant, mais si la France et l'Europe n'ont pas ce rôle, c'est précisément parce qu'elles ont choisi de l'abandonner. Ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent plus l'avoir. Et il me semble que c'est à nous de réamorcer et d'exiger un rôle nouveau de la France et de l'Europe sur la base du droit international dans cette région, et notamment sur les deux aspects, protection internationale du peuple palestinien et lutte contre l'impunité d'Israël. La campagne BDS, de ce point de vue, marque des points. Elle en marque aussi en France et en Europe. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas affaire à une telle campagne contre BDS, contre les militants de la Palestine, contre les rassemblements de solidarité. Il y a donc un vrai enjeu. Et j'ai souvenir de quand nous avons commencé en 1996 la campagne pour la non-ratification de l'accord d'association par les parlements belges et français, et qu'on avait rencontré à l'époque Claude Chesson. Il nous disait « Ne restez pas exclusivement sur la question de la défense du droit international, ça c'est vos valeurs. Partez aussi de l'intérêt de vos interlocuteurs et notamment de l'intérêt de l'Europe et de la France. » L'intérêt de l'Europe et de la France, bien compris, comme le disait Fabius lui-même à l'époque, qui a été rapidement dégagé sur cette question, c'était aussi d'éviter une explosion à ses frontières, le maintien dans cette fixation qui est un prétexte absolu pour les mouvements djihadistes, et d'éviter toutes les conséquences régionales que l'on connaît, avec aussi les afflux de réfugiés dans une Europe qui se définit forteresse. Donc, on a aussi intérêt, à partir des intérêts supposés ou prétendus de la France ou de l'Europe, pour essayer de réamorcer une autre politique qui a pu être active et utile à certains moments et qui, de mon point de vue, peut encore le redevenir pour peu qu'on l'exige ensemble et dans la diversité. Merci Isabelle pour cette conclusion, merci pour cette piste que tu donnes. Effectivement, je constate que les dernières questions étaient pas mal centrées sur
à notre action, ce que nous pouvons faire, comment peser sur la politique française. C'est une piste, il y en a sûrement pas mal d'autres. Nous sommes aussi, je pense, présents dans ces combats aussi on sent bien que les attaques contre nos libertés sont très importantes parce que c'est une stratégie israélienne qui comprend à quel point la société civile est importante, et le fait qu'on ait des relations de plus en plus fortes à la FPS avec la société civile palestinienne, avec les jeunes Palestiniens de différents mouvements, avec les organisations de défense des droits de l'homme, je crois que ça va aussi dans le sens de ce qui s'est dit ce soir. En tout cas, merci alors à Bertrand Badi, même s'il est parti, mais on lui a déjà dit merci. Merci à toi, Isabelle. Merci aussi à vous toutes et tous qui étaient présents tout au long de ce rendez-vous. On va peut-être revenir à la mosaïque pour qu'on puisse se dire au revoir tous ensemble, comme si on était en réunion. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là en attendant la prochaine séance de l'université d'été. Et franchement, vraiment merci à nos intervenants et merci à toutes et tous qui avaient participé. Merci à vous. En tous les cas, c'était un bonheur de retrouver mes camarades de la FPS.